Bonabotin, alors je vous donne la parole. Vous avez aussi un diaporama? Non. Ah bon, vous voulez vous installer là? Merci en tous les cas d'être là. On va avoir encore le grand plaisir de déguster du droit et c'est vraiment une félicité. Je vous donne la parole. Merci beaucoup Emmanuel Hirsch, merci aux différents organisateurs de cette belle manifestation. Un merci particulier à Frédéric Coulet qui nous a confié un sujet que nous allons traiter à deux voix avec Karine dans quelques instants. Ce sujet porte donc sur la solidarité européenne à l'épreuve de la pandémie. Karine évoquera la place des données scientifiques dans ce système européen et pour ma part, je me concentrerai sur le système juridique européen de préparation et de réponse à la pandémie. Alors au préalable, je souhaiterais souligner que la solidarité est une notion qui est au cœur de la recherche des juristes spécialistes de l'Europe, spécialistes de l'Union européenne, parce que c'est cette solidarité qui a été à la base de la construction européenne, c'est cette solidarité qui s'est diffusée au sein des traités européens après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il n'est pas anormal de brandir cette solidarité à chaque crise. C'est ce que fait l'Union européenne, c'est ce que font ces 27 États membres, dont la France. On le voit aujourd'hui dans les différentes crises, crise environnementale qui se dessine, crise énergétique, guerre en Ukraine. Cette solidarité, à chaque fois, est brandie comme une sorte de bouclier à l'épreuve de ces crises. Donc la pandémie de Covid n'échappe pas évidemment à cette recherche de solidarité qui est devenue un véritable mantra dans le discours des autorités publiques. Alors pour autant, l'articulation des compétences entre l'Union européenne en tant qu'organisation internationale et ses États membres n'a pas toujours été très claire. Peut-être qu'elle n'a pas été bien expliquée. Peut-être que les médias aussi n'ont pas facilité la chose, les politiques non plus. Alors pour comprendre un petit peu les enjeux et le rôle de l'Union européenne dans cette pandémie, je vais remonter un peu le temps et rappeler que, il y a eu un projet unique de traité européen instituant une communauté européenne de la santé. Ça a été même l'un des premiers traités proposés après la Seconde Guerre mondiale. Ce traité instituant la communauté européenne de la santé a été proposé aux États qui souhaitaient adhérer tout simplement à cette construction d'une Europe de la santé. Ça a été pensé en 1952 comme un complément des activités menées par une jeune organisation qui est l'OMS. Et on estime que l'OMS, à ce moment-là, n'est peut-être pas assez efficace et on décide de passer par l'échelon européen. On fait ce projet de traité européen et voilà ce que nous dit ce traité européen dont on n'a pas tiré beaucoup d'enseignements. Ce traité prévoyait notamment que les États européens mettraient en place un marché commun des médicaments et du matériel médico-chirurgical. On propose à ce moment-là notamment certains médicaments gratuits. On propose une pharmacopée européenne, on propose la construction de centres de soins et d'une quinzaine de laboratoires de recherche appliqués. On propose de partager la connaissance en échangeant les données médicales et on propose notamment d'harmoniser des programmes de recherche sur des fonds européens, notamment pour répondre à d'éventuelles épidémies. Alors cette proposition de traité instituant une communauté européenne de la santé a été déposée par un ministre français qui s'appelait Paul Ribert, ministre, comme on disait à l'époque, de la santé et de la population, il y a donc très exactement 70 ans. Je disais, on n'en a pas tiré les enseignements, mais surtout les enseignements de l'échec de ce traité européen. Alors Paul Ribert, lorsqu'il défend ce projet à Paris, il nous dit, je cite, La santé est un enjeu auquel toutes les autres valeurs devraient être subordonnées. La santé est le premier devoir de l'homme d'État. » Ce projet qu'il faut relire et qui a été en grande partie oublié de la littérature, d'ailleurs académique, euh, va avorter parce qu'il est immédiatement combattu par les industries pharmaceutiques, il est combattu par l'industrie cotonnière qui fournit les hôpitaux, il est combattu par certains États, notamment la Suisse, la Grande-Bretagne, qui refusent toute solution supranationale. On ne veut pas se coordonner à cette époque-là sur une Europe de la santé, on ne veut pas se coordonner sur ces questions-là, on veut que ça reste à l'échelon le plus local possible. Alors tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'ai bu
entendu qu'il y a des discussions sur ce multilatéralisme, sur le rôle de l'OMS notamment, mais en réalité, lorsqu'il s'agit déjà de mettre 5, 6, 7, 8 États autour d'une table et de se mettre d'accord sur une Europe de la santé, c'est déjà très compliqué dès le départ. Dès l'origine, les États sont peu enclins à coopérer et ça va finalement perdurer pendant des années jusqu'à aujourd'hui. Je rappellerai que juridiquement, l'Union européenne est une organisation internationale qui est soumise à ce qu'on appelle le régime de spécialité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la compétence de sa compétence, c'est-à-dire que si on veut lui donner des compétences, il faut lui transférer. Et les rédacteurs des traités sont les États. Autrement dit, jusqu'à aujourd'hui, les États n'ont pas vraiment voulu lui transférer des compétences. Je ne vais pas citer les textes. Aujourd'hui, c'est l'article 168 du traité de Lisbonne qui constitue le seul berceau c'est même pas d'ailleurs une politique, mais d'un domaine d'action de la santé de l'Union européenne. Les États lui ont donné la plus petite compétence possible. C'est une compétence d'appui, c'est une compétence de coordination, mais pas beaucoup plus. Finalement, si l'Union européenne, si l'Europe n'a pas pu être réactive au début de la pandémie, juridiquement, c'est normal. Elle ne pouvait pas. Au début de la pandémie, on le sait, donc le temps de réaction est catastrophique, le temps de réaction politique est forcément catastrophique. Le 24 janvier 2020, on a les premiers cas de Covid officialisés en France. Il faudra aux ministres européens de la Santé à peu près 3 semaines pour organiser une seule réunion. À partir de cette date, on assiste à un échec politique qui, évidemment, contrebalance avec une réussite scientifique. L'Institut Pasteur établit le séquençage complet du génome en une semaine et le partage. Les premières mesures de réaction donc, face à la pandémie sont prises en ordre dispersé, on l'a bien vu. La solidarité n'est pas là. Peut-être un esprit de solidarité qui plane au-dessus des États, mais qui n'est pas incarné. On assiste à un phénomène classique de recroquevillement. On laisse cette pandémie devenir possible, réelle, et on est face à un ennemi qui enjambe les frontières. Il faudra attendre mars 2020 pour que les États européens décident de se réunir au sein du Conseil européen et décident enfin de se coordonner en disant que l'échelon le plus approprié à ce moment-là, c'est l'échelon de l'Union européenne. On essaye de gagner du temps. 2 axes pour armer la riposte, notamment. Il faut promouvoir la recherche, c'est ce qui ressort de ce Conseil européen, promouvoir la recherche et trouver un vaccin. Alors cela va donner naissance à une stratégie européenne vaccinale qui au début n'est pas vraiment une stratégie, on bricole un peu, mais ça va devenir officiellement une stratégie européenne vaccinale qui a démarré il y a très exactement 2 ans, donc en juin 2020. Donc dans le temps qui me reste, je brosserai à grands traits le bilan de ces 2 ans et un petit peu les perspectives qui résultent de cette stratégie vaccinale. Cette stratégie vaccinale commence nécessairement avec une procédure d'achat de vaccins. Pour cela, il va falloir négocier avec les laboratoires pharmaceutiques. Les États décident de confier, de donner mandat à la Commission européenne, qui est leur bras exécutif, la mission de négocier, de réaliser un achat groupé de vaccins. Pour cela, je passe un petit peu les étapes, mais on va mettre en place des comités de pilotage, on va mandater des négociateurs. Tous les États sont représentés, pas forcément au niveau de la négociation. La France est toujours représentée dans les discussions. Les négociateurs sont des experts scientifiques, même si on a appris un petit peu après qu'ils n'étaient pas tous des experts scientifiques, mais ils sont presque tous spécialisés dans le domaine de la santé. Et l'approche qui est choisie, c'est celle effectivement de créer de la solidarité entre les différents États membres de l'Union européenne, en tout sein de ces 27 États membres. L'idée, c'est que chaque État membre, quelle que soit sa population, quel que soit son pouvoir d'achat, puisse avoir un vaccin au même moment. Et à la base, il y a effectivement une volonté de solidarité qui prend du retard, mais qui va effectivement voir le jour. Peu d'éléments ont été rendus officiellement publics sur ces différentes négociations, ce qui a été l'objet d'ailleurs d'une controverse. Mais il va falloir se décider à financer le lancement de ces vaccins. Je passe encore une fois un petit peu les étapes, mais je souhaiterais revenir sur les différents critères de négociation parce qu'ils sont assez importants. Ces critères sont connus. Voilà ce que négocie, grosso modo, ce comité de pilotage et ses négociateurs.
Il faut que les laboratoires pharmaceutiques aient la capacité à fournir rapidement et à grande échelle des quantités suffisantes du vaccin. Il est décidé donc de sécuriser l'approvisionnement en demandant à ces laboratoires de produire les vaccins sur le territoire de l'Union européenne, au moins en partie, pour éviter qu'un État non membre de l'Union européenne vienne verrouiller évidemment ces vaccins qui seraient produits sur leur territoire. On négocie ce qu'on va appeler la solidarité mondiale, c'est-à-dire que les laboratoires doivent prendre l'engagement de mettre à disposition des doses futures de vaccins pour les pays à revenus faibles et intermédiaires. Alors, faute de temps, puis parce que la question sera abordée plus tard, je ne reviendrai pas sur le mécanisme COVAX, mais il s'agit bien des liens qui vont être tissés avec l'OMS et qui a connu et qui connaît encore quelques vicissitudes. Autre critère, c'est bien sûr la rigueur de l'approche scientifique. On va d'ailleurs essayer de couvrir un maximum de technologies. Alors, c'est une stratégie qui a été choisie par l'Union européenne, qui va prendre du temps, mais on ne veut pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'on va miser sur des laboratoires qui vont proposer des vaccins avec ARN messager, adénovirus, vaccins à protéines, parce qu'on a peur éventuellement des variants qui pourraient arriver et qu'il va falloir réagir le plus vite possible, ce que n'ont pas fait certains États qui ont été obligés de rétropédaler dans leur stratégie vaccinale. Le régime, le régime juridique de la responsabilité des entreprises a pris beaucoup de temps aussi. Les entreprises, évidemment, veulent se dégager de tout problème, dès la production jusqu'à d'éventuels effets secondaires. L'Union européenne, de toute façon, juridiquement, force ces entreprises à être responsables. J'y reviendrai éventuellement. Et puis, dernier critère, on s'en doute, c'est le prix. Alors, plusieurs de ces critères ont été, comme je le disais, sont aujourd'hui connus non, alors pas officiellement, mais ont été rendus, par différentes sources, journalistiques. Ça a été, et j'y reviendrai peut-être, une véritable, source de controverse puisque ces contrats, sont plus ou moins publics, mais ils sont surtout plus ou moins, biffés. Il y a du marqueur sur les données les plus sensibles, notamment sur le prix des doses de vaccins. Alors aujourd'hui, on les connaît, on sait ce qu'a payé l'Union européenne, on sait surtout ce qu'ont payé les États-Unis, ce qu'a payé Israël, ce qu'ont payé des pays d'Afrique, notamment des pays asiatiques. On se rend compte que finalement, on s'en est peut-être pas si mal sorti par rapport à ce qui a été fait, parce que forcément, en ayant 27 États membres, mais en ayant un guichet unique avec la Commission européenne, on a une force économique qui est peut-être plus imposante. Heu, une fois que ces contrats d'achat anticipé sont faits, il va falloir, accélérer l'autorisation de mise sur le marché. Et là, ça a été encore une source de controverse. Le défi pour l'Union européenne, mais qui est un défi, pour tous les États en réalité, ça va être d'accélérer les délais en adaptant dans l'urgence le cadre réglementaire de l'Union. Il va falloir adapter le droit, une volonté politique certes, mais il va surtout falloir respecter les normes de sécurité applicables au vaccin. Cette accélération va se faire à plusieurs niveaux. Comment nous allons gagner du temps? 3 niveaux notamment. Le premier niveau, c'est dans l'évaluation scientifique qui est faite par l'Agence européenne des médicaments. C'est cette agence qui a pour rôle, on a beaucoup entendu parler de cette Agence européenne des médicaments alors qu'on ne la connaissait pas vraiment avant. Cette Agence européenne des médicaments, elle doit évaluer les données qu'on lui transmet. Dans un cadre normal, elle doit attendre d'avoir toutes les données confiées par le laboratoire. Pour répondre ici à l'urgence, on va changer de braquet. Les données vont être évaluées au fil de l'eau, ce qui va permettre à l'Union européenne de gagner plusieurs semaines, mais elle insiste dans les textes, c'est toujours dans le respect de la sécurité, enfin des normes de sécurité applicables au vaccin. Pareil, dans le but d'accélérer cette mise sur le marché des vaccins, il a fallu se passer des délais prévus dans une directive qui est assez connue pour les juristes, qui est la directive OGM, pour les organismes génétiquement modifiés, puisque une partie de ces vaccins répondent de cette directive. Les délais ne sont absolument pas adaptés à l'urgence de la situation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on prend un règlement européen qui est d'application directe, un règlement européen pris par le Parlement européen, et c'est important de le rappeler, pour la légitimité démocratique, mais aussi par les États via ce qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne. Il faut gagner du temps et on va gagner plusieurs semaines sur les autorisations de mise sur le marché. La troisième étape pour gagner un peu de temps, elle est beaucoup plus anecdotique. L'Union européenne est censée traduire toutes les notices des vaccins dans les 24 langues officielles.
Là, on n'a pas le temps, on va l'envoyer de manière électronique, ces traductions, et on envoie les boîtes de vaccins sans forcément, ces traductions. Au final, on va gagner à peu près 2 mois. Une fois que les vaccins sont autorisés, ça veut dire que l'Agence européenne des médicaments va donner un avis, alors qui n'est pas contraignant, qui deviendra peut-être au fur et à mesure de plus en plus contraignant suivant, la place qu'on laisse aux experts. Heu, la commission, c'est la Commission européenne qui va décider de cette, officiellement de cette, autorisation, et bien les États membres vont pouvoir acheter, ces doses, conformément au contrat d'achat anticipé qui a été conclu. Alors, plusieurs problèmes n'ont pas été anticipés, je reviens là-dessus rapidement. Certains États, alors c'est pas le cas seulement des États européens, mais certains États n'avaient pas prévu la logistique, derrière. On va perdre des vaccins. Certains n'ont pas les fameux réfrigérateurs pour conserver ces vaccins. Hem Et ça, c'est un exemple assez symptomatique de l'articulation des compétences d'un point de vue juridique entre l'Union européenne et les États. L'Union européenne est là pour négocier et avoir ce rôle, comme je disais, de guichet unique pour les 27 États et éviter d'avoir 27 procédures avec autant de candidats vaccins. Mais le déploiement opérationnel incombe évidemment aux États membres. Les États membres, juridiquement, peuvent très bien rendre le vaccin obligatoire, peuvent prendre un passe vaccinal, peuvent même faire payer le vaccin directement à la population. Là, ce n'est plus, je dirais, le rôle de l'Union européenne, parce qu'elle n'a évidemment pas cette compétence. Tout au plus, le rôle de l'Union européenne, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, ça va être d'appuyer, de conseiller, par exemple, sur la lutte contre la désinformation, qui a été un véritable frein dans la stratégie vaccinale. Elle peut éventuellement recommander aux États de définir des groupes prioritaires pour la vaccination. Je ne vais pas m'épancher là-dessus, mais chaque État membre fait comme il l'entend dans le déploiement de sa stratégie vaccinale. Pour respecter le temps imparti, je conclurai brièvement en 2-3 minutes, si c'est possible. Euh, il ressort des différentes études et des différents rapports qui sont en train d'être publiés depuis quelques semaines et quelques mois, qu'il y a eu effectivement un véritable retard à l'allumage dû à ce manque de coordination qui n'a pas été pensé. Ce manque de coordination, mine de rien, va aboutir sur cette stratégie vaccinale, et après 2 ans, on se rend compte que le bilan est plutôt, au sein de l'Europe, plutôt positif. C'est ce qui ressort notamment des différents rapports parlementaires et d'avis d'autres organismes, en France et dans l'Union européenne. En particulier, ce qui aurait vraiment payé, ce sont ces critères de négociation sur la responsabilité des entreprises, sur le fait de sécuriser l'approvisionnement et la chaîne d'approvisionnement sur le territoire de l'Union européenne, ce qui a donné d'ailleurs lieu à un contentieux entre un laboratoire AstraZeneca et l'Union européenne. Hem, le critère des technologies aussi, le fait de miser sur plusieurs technologies pour répondre aux variants. Pour autant, le bilan, fait apparaître des lacunes, et on les connaît plus ou moins, ces lacunes, parmi lesquelles le processus d'autorisation de mise sur le marché, qui a été jugé tantôt compliqué, tantôt trop lent, et ça, c'est le grand paradoxe. Quand c'est trop rapide, ça va pas, quand c'est trop lent, ça ne va pas. Mais en l'occurrence, on a pris conscience quand même qu'il fallait arranger les choses. Les États membres restent libres d'adopter cette stratégie. La Hongrie a décidé, par exemple, État membre de l'Union européenne, de se passer de cette stratégie pendant quelques mois pour aller vers la Russie et avoir le vaccin Sputnik numéro 5 avant de revenir dans le système européen, se rendant compte que ce n'était pas forcément mieux ailleurs. Les États restent libres, et on relève aussi qu'il y a eu, alors ça c'est un problème qui va être difficile à régler, le problème d'opacité dans la négociation. Opacité dans la négociation, opacité dans les contrats d'achat, opacité parfois dans les échanges entre certains patrons de laboratoire et des membres de la Commission européenne. Cette absence de transparence a forcément favorisé la spéculation et a porté atteinte à la confiance du public. Ce qui soulève plus généralement peut-être le problème du contrôle démocratique et une approche peut-être trop mercantile de cette stratégie vaccinale, évidemment. Alors, quand même quelques bonnes nouvelles. Après 2 ans de stratégie vaccinale au niveau européen, les États semblent enfin d'accord pour modifier la donne. Et ça se voit très clairement dans les différents textes qui sont en train d'être publiés. Les États comprennent vite, mais il faut leur expliquer très longtemps. En tous les cas, aujourd'hui, ils sont à peu près tous les 27 d'accord pour favoriser une Europe de la santé.
Les États membres ont accepté de renforcer notamment les compétences des différentes agences et notamment de l'Agence européenne des médicaments. L'objectif, au-delà du fait d'injecter de l'argent, c'est de multiplier pardon, les groupes des différents experts pour rendre ces agences plus réactives, plus efficaces. Une nouvelle agence a été créée, Karine en dira quelques mots. Cette nouvelle agence s'appelle l'ERA et devrait, théoriquement, c'est son rôle, en tous les cas au regard de son budget, on en attend beaucoup puisqu'elle obtiendra un budget de près d'1 milliard par an. Cette agence a été bâtie pour répondre à l'urgence et prévenir, ces pandémies. Même si on soulèvera quand même, et ce que disent certains auteurs à juste titre, me semble-t-il, c'est qu'il faut pouvoir contrôler après ces agences. C'est la fameuse maxime de Juvénal, hein, il faut garder ses gardiens, il faut surveiller ses surveillants et forcément avec les budgets qui sont annoncés, on pourrait, avoir quelques doutes et c'est tout à fait normal. Je tiens à signaler que les États membres ont enfin accepté, de doter l'Union européenne d'un budget quand même plus prometteur sur la santé. Il a été multiplié par 10 pardon, pour atteindre plus de 5 milliards d'euros, ce qui va bénéficier évidemment à la recherche. Et je terminerai là-dessus vraiment, les réformes attendues n'ont pas pour objectif de transférer à l'Union européenne véritablement des compétences. Il s'agit d'améliorer cette coordination à l'échelon interne au sein de l'Union et à l'échelon externe avec notamment l'OMS. Il ne s'agit pas de perdre sa souveraineté, il s'agit plutôt d'investir dans une Europe de la santé préventive où on va placer la recherche au cœur du dispositif plutôt que dans une Europe dite curative, pensée seulement pour réagir en cas de crise. Je vous remercie. Un immense, merci. On se sent très, très bien, hein. Avec votre intervention, ça va être encore un plus. Mais, je fais une observation, Virginie Pirard, dans sa partie introductive, a évoqué, la philosophie et l'éthique et je vois qu'on est les grands absents. C'est-à-dire, on voit, que le droit, qui, d'ailleurs, fait un travail extraordinairement important de transdisciplinarité. Parce que dans votre intervention, vous avez montré à quel point vous avez été sensible à acquérir des compétences d'un point de vue scientifique, qui étaient en construction. On voit que c'est aussi, une discipline, je dire le droit appliqué à une pandémie qui est en construction. Je dirais que pour le prochain colloque, il faudra qu'on laisse davantage la place à l'éthique en construction. Puisque finalement, c'est aussi une part, déterminante où, je pense que dans un instant, quand il interviendra après votre intervention, Léo pourra évoquer cette question. On voit à quel point, Anna, j'imagine que tout à l'heure, quand tu vas intervenir en tant que philosophe, tu auras aussi cette préoccupation puisque tu t'es beaucoup investi. Mais je pense qu'on voit apparaître à travers, la finesse de vos 2 interventions, complémentaires, de l'intervention initiale, hein, que tu as fait, à quel point, les champs disciplinaires, sont questionnés et doivent s'enrichir de cette confrontation. Donc il y a tout un travail, il y a tout un ouvrage un travail de ciselage en quelque sorte, mais, je suis vraiment fasciné et je termine sur ce point comme, non juriste, par, votre capacité, de vous approprier ces savoirs scientifiques complexes qui sont, encore une fois, fragiles, hein, puisqu'il faut les accompagner pour essayer, de trouver la robustesse quand même d'une approche, sérieuse, rigoureuse et qui est fondamentale, dans la gouvernance et pour éclairer, des politiques. Donc, mille merci.